Bonjour mesdames et messieurs, et merci de rejoindre ce panel. C'est pas toujours facile de redémarrer après le déjeuner, mais ça montre combien vous êtes engagés à suivre et à nous assister dans les débats, parce que vous avez devant vous, et j'ai le plaisir d'animer un panel qui traitera aujourd'hui des perspectives d'évolution du photovoltaïque dans le monde et en Afrique. La vérité, ça va au-delà de ce qu'on peut discuter valablement au sein d'un panel, tant les problématiques sont nombreuses et variées. Alors pour pouvoir le faire, on a la chance aujourd'hui d'avoir différentes perspectives. Une perspective du secteur privé, une perspective des utilities, une perspective publique, mais aussi une perspective R&D. Et j'ai le plaisir donc de compter parmi nous Monsieur Paddy Padmanathan, qui est le CEO d'Aqua-Power, Monsieur Drik de Bilde, qui est le CEO de Siemens Maroc, Monsieur Lamberto Depra, qui nous vient donc d'Enel, Green Power, et Dr Anna Selvan-John, qui est CEO de NanoPV, et Monsieur Numo de Silva, qui est le Managing Director du Centre Nester de recherche et de développement du Portugal. Donc le photovoltaïque est une technologie qui est véritablement très intéressante. Elle dispose d'un certain nombre de caractéristiques qui font d'elle aujourd'hui une technologie totalement mature, bancable, qui s'adapte à différentes situations où on peut traiter avec elle les problématiques des centrales décentralisées, voire de la consommation du particulier, et qui permet aussi d'envisager des solutions pour le grid, des solutions large scale, mais aussi des solutions pour le soutien des réseaux, des solutions pour animer les réseaux intelligents. En tous les cas, cette technologie a connu ces dernières années une évolution totalement formidable. Des chiffres qu'on ne pouvait même pas imaginer, que ne pouvait imaginer aucun des analystes les plus optimistes. Si on devait considérer que les capacités installées il y a une décennie, en 2006, étaient de l'ordre de 1,5 giga par an, 2016 a connu donc l'installation de 75 gigas. Donc c'est des taux de croissance extrêmement forts qui démontrent que cette technologie répond à un besoin. Alors aujourd'hui, il nous appartient peut-être de nous questionner sur quel est le futur de cette technologie, qu'est-ce qui ferait que cette technologie continue à apporter une meilleure réponse, où est-ce qu'on en est par rapport à son évolution, par rapport à l'amélioration de sa performance, comment la rendre plus utile dans le cadre de son intégration dans les réseaux, et surtout, quelle réponse peut-elle apporter à un continent, puisqu'il est aujourd'hui aussi sujet de l'Afrique. Donc l'Afrique, un continent qui connaît dans 600 millions au bas mot de ses habitants ne sont pas connectés, ne disposent pas de l'électricité. Parfois, ils la payent plus cher que les pays occidentaux, que les clients de l'énergie aux pays occidentaux. Un continent où le niveau de l'électrification régresse, parce que la croissance, les dynamiques démographiques sont plus importantes, sont plus accélérées, sont plus rapides que les démographies d'équipement. Alors c'est autant une opportunité qu'un challenge, parce que installer et faire des projets, que ça soit de petite taille ou de grande taille, nécessite des infrastructures, nécessite des systèmes de production, nécessite un accueil favorable des législations. Donc ce matin, on a évoqué un certain nombre de préalables qui sont nécessaires au développement, n'est-ce pas, des projets énergétiques de façon générale. Donc pour débattre de tout ça, j'ai le plaisir donc de demander
à chacun des intervenants une présentation donc, qui ne devrait pas dépasser les 10 minutes. On aura, j'espère l'occasion, après ces présentations, de pouvoir interagir ensemble, de vous donner l'opportunité de leur poser donc, des questions. Profitez-en. C'est des gens donc, qui ont des expériences extrêmement intéressantes et qui peuvent apporter beaucoup d'éclairage. Donc, je me joins à vous pour les remercier d'avance et j'invite Monsieur Padmanathan, pour donc nous éclairer par rapport au dernier développement des projets large scale, de ce qu'il pense de ce que sera le développement en Afrique. M. Padmanathan était à l'origine de développement de projets dans le secteur des utilities et ont réussi dans le cadre de leur groupe de développer des projets avec des niveaux de tarifs d'électricité fort remarquables. Donc on lui demandera quelle est sa recette, quels sont ses secrets, et on le laissera présenter un peu ce qu'il pense de ces technologies. Monsieur Padi. Thank you. Thank you very much. Good afternoon. This is always the challenging spot, straight after a very nice lunch. So I will try my best not to put you to sleep. But it's an interesting and exciting subject. As I sort of briefly mentioned at the start this morning itself, technology has brought us to an amazing place. And photovoltaic technology, photovoltaic power, has really raced way ahead of the rest of the renewable energy mix. But even all the other renewable energy technologies have all closely followed behind by wind, followed behind by CSP, geothermal, waste to energy, hydro, everything. The costs have started to come down fairly fast, and it has offered us a stunning future. The most important thing about renewable energy to recognize now is that not only has it become cost competitive in comparison to the fossil fuel-based alternatives, and as far as Africa is concerned, absolutely in each and every case, regardless of the country, it is the most cost-competitive solution anyway, no discussion, no debate, because Africa, by and large, is in many places, is a fossil fuel importer. Yes, there are some parts of Africa that is blessed with coal, but even to extract that coal and put it into a power plant is much more expensive in the case of Africa. So in the case of Africa, we have now got renewable energy as a cost-competitive solution. And on top of that, it allows us to fix the price and reliably deliver energy for 20 to 25 years without the cost of energy fluctuating. That is an enormous amount of economic value creation in the context of any country, in any society, in any community, because electricity is a basic ingredient to just about everything we do. For those of us who are privileged enough to have shoes and walk, we still use electricity while we are walking, because the shoe that you are wearing out will be replaced by a shoe that was made with electricity input. So it's absolute basic ingredient. And we're very fortunate today to be able to keep reducing the cost. So photovoltaic electricity, it doesn't matter where we are in Africa today. It can be delivered at less than 5 cents per kilowatt hour. Just in comparison, in the places in Africa where there is energy,
there are hardly anywhere is any energy being provided at that price. Typically, across Africa, where people are privileged enough to have electricity, that is, the average cost of power generation in Africa is sitting at 14, 15 cents and above. There are places where energy is being produced, contracts exist for long-term PPAs at above 20 to 25 cents per kilowatt hour. Completely different paradigm today. We're privileged to work in several countries. We have been leading the cost curve simply by focusing on reliably delivering at the lowest possible cost, not market pricing the commodity. Rigorous focus on cost, optimize the technology, and get the best financing solutions and deliver at whatever tariff we are able to deliver. Now, using that methodology, we are able to deliver reliable 24-hour electricity using CSP, concentrated solar power with storage, at a tariff of 7.3 cents per kilowatt hour. Yes, that is in Dubai. That is a credit-worthy, a different credit environment. But what I can tell you is that if we can do it in Dubai, where, by the way, the solar resource is not so stunning, you would think, because it's in the Middle East, that it is, but it's not. Because of the cloud, because of the humidity, because of the dust, for a variety of reasons. If we take that same plant and put it pretty much anywhere in Africa, and if the credit conditions were the same, that 7.3 cents would be less than 6.5 cents. Fine. Make an adjustment for the credit conditions. You would still not get to, in our view, 10 cents. It would be much less than that. In Saudi Arabia last week, we signed a 300 megawatt photovoltaic contract. No subsidies, no nothing in there, but it is Saudi Arabia, to be fair. And the land cost is nothing, but that's pretty much the same in Africa. 2.34 cents per kilowatt hour, photovoltaic energy. Okay, you take that into Africa, it's still not going to be more than 5 cents. So compared to the figures for alternatives that South Africa is now paying, the part of Africa that actually has the electricity, and compared to the lost opportunity cost and the cost to the economy and social stability for that part of Africa that doesn't even have any electricity, these are really achievable, stunning solutions. So at this point, then, you have to stand back and say, so why are we not able to now progress investment in Africa? It is not the immediate logical answer, there is no money. Wrong. Surprisingly, what we find, why is it surprising? Every African country has got a civil service. Every civil service has got an automatic pension structure. All that pension deductions, where is it? It is sitting in pension funds. They don't have places to invest. So every country, richest to the poorest, has got a pocket of pension funds that is sitting there that is perfect for these kind of assets. You deliver reliably, 20, 25 years, stable returns. So that's at the sort of local level. There is a lot of international money that is available that comes even to countries that are traditionally called unbankable for whatever the reason. Because people now recognize, investors recognize that electricity is a basic ingredient. If you're making choices about investing in a chemical plant or in some other plant, that's a